Bonsoir à tous. Écoutez, je vous propose de démarrer dès maintenant ce séminaire qui sera consacré au rapport Terra Nova, investir dans la transition écologique, quel financement des infrastructures. Donc euh, voilà. Donc c'est un rapport qui a été rédigé par Benoît Thirion, essentiellement, majoritairement, totalement, en réalité, on en parlera tout à l'heure, qui a été rendu il y a quelque temps, c'était fin novembre, je crois, et qui a été remis à Terra Nova, et qui a été présenté à Terra Nova. Alors depuis, tu as eu l'occasion de le présenter dans différents endroits. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir ton avis, ton impression sur les retours et comment le rapport a été apprécié par les différents acteurs de terrain et s'il y a des choses qui vont bouger ou pas. Mais en tout cas, on est très heureux de t'avoir ici, Benoît, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on t'aime bien, tu es un habitué. Tu es un habitué des rapports Terra Nova, puisque tu es passé ici par la chaire Économie des partenariats publics-privés, nous présenter ton précédent peut-être pas, je ne sais pas si c'est le dernier avant celui-ci, enfin l'avant-dernier, mais l'avant-dernier sur PPP Smart Cities en 2019. Donc je suis retourné voir sur le site pour trouver la date et la vidéo est toujours en ligne, donc vous pouvez toujours voir la présentation de Benoît. C'est aussi un plaisir de t'avoir parce que c'est un sujet d'actualité, hein. On sait tous qu'il y a des problèmes de financement des infrastructures dans le monde, en Europe et en France. Comme le rapport le note, on a un déficit d'investissement d'au moins 30 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Donc on est en train de parler d'un déficit assez majeur et pour lequel on n'a pas vraiment de solution pour financer les infrastructures dont on a besoin. Et puis enfin, c'est un rapport qui avance beaucoup de propositions, mais qui insiste sur le fait qu'il serait peut-être intéressant de remettre au goût du jour les partenariats publics-privés, enfin de les remettre à l'ordre du jour, et puis peut-être de les modifier pour en faire de véritables outils de la transition écologique. Et comme on est ici à l'IE de Paris et au sein de la chaire économie des partenariats publics-privés, forcément, c'est une partie du rapport, une grosse partie du rapport qui nous intéresse particulièrement. Donc voilà pourquoi on est très heureux d'accueillir Benoît. Ce que je te propose, Benoît, c'est que tu aies une vingtaine de minutes, même un peu plus si tu veux, pour présenter le rapport. Il n'y a aucun stress. Voilà, on est filmé, mais bon, il n'y a pas de stress particulier. Et puis ensuite, j'ouvrirai la discussion avec quelques questions que j'ai préparées. Et enfin, j'ouvrirai les questions à la salle. Et à partir de ce moment-là, la caméra s'arrêtera. Donc, vous pouvez manifester votre mécontentement. Voilà. Ce sera plus filmé en tout cas. Et donc, Benoît aussi pourra être peut-être plus libre dans sa parole. Benoît, on t'écoute. Merci Stéphane, merci beaucoup pour ton invitation. Bonsoir à tous. Et je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce travail qu'on a réalisé avec Terra Nova et qui est un travail collectif, puisque c'est le fruit des réflexions et des analyses d'un groupe d'experts auquel participait Stéphane, des experts juridiques, financiers, économistes, et puis aussi experts de la régulation et des affaires publiques de différents horizons, qui ont auditionné un certain nombre d'acteurs publics et privés sur ce sujet des financements des infrastructures. Donc je suis le porte-voix d'un travail qui reste collectif. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter les grandes lignes de ce travail et évidemment de pouvoir échanger avec vous. Peut-être un premier mot sur l'objectif qu'on poursuivait et le périmètre de nos réflexions. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est un travail qui mettait en avant les forts besoins d'investissement dans les infrastructures pour réussir la transition écologique, qui essaye de faire de la pédagogie autour des différents outils existants pour financer ces besoins d'investissement, en essayant de clarifier un certain nombre d'enjeux, et qui, enfin, formule un certain nombre de propositions pour améliorer ces outils et les faire évoluer au regard des impératifs de la transition écologique. Ça nous a semblé important de nous intéresser à ce sujet des infrastructures et des bâtiments publics. On a pris un périmètre assez large qui couvre à la fois les infrastructures de transport, d'énergie, le numérique, l'eau, l'assainissement, les déchets, et donc les bâtiments publics, parce que en fait, c'est un ensemble d'installations, d'ouvrages qui conditionnent l'activité économique et qui sont la responsabilité de la personne publique, soit parce que ce sont des propriétés publiques, soit parce que la puissance publique a un rôle de programmation très, très important, comme c'est le cas pour les infrastructures énergétiques notamment. Et pourquoi est-ce que il nous a semblé que centrer les réflexions sur les infrastructures et les bâtiments publics était important? C'est parce qu'elles sont au cœur des trois enjeux
de la transition écologique, l'enjeu de la décarbonation, puisque une étude qui a été réalisée par Carbone 4 montre que les usages associés aux infrastructures, ça représente aujourd'hui 50% de l'empreinte carbone de la France. C'est au cœur aussi de l'enjeu d'adaptation. On connaît bien l'exposition des infrastructures aux événements climatiques extrêmes, et donc la résilience des infrastructures et la résilience des territoires, c'est un enjeu essentiel dans le cadre de la transition. Et puis enfin, c'est un problème qu'on oublie parfois parce qu'on parle beaucoup de climat, mais c'est un problème qui monte à l'agenda, c'est la biodiversité. Les infrastructures contribuent à l'artificialisation des sols et donc à la destruction d'espèces ou d'habitats. Pour prendre un exemple, les infrastructures de transport, aujourd'hui, ça représente 28% de l'artificialisation des sols sur le territoire national, donc c'est une proportion très importante. Et donc, il y a beaucoup à faire pour limiter les impacts, voire réaliser des investissements favorables à la biodiversité dans le cadre des investissements dans les infrastructures. Le point de départ de nos réflexions, le constat qu'on fait, c'est que pour financer les investissements nécessaires, on est face à une équation financière qui est complexe, que chacun connaît. Elle est complexe d'abord parce qu'il y a des besoins d'investissement qui sont massifs. Alors Stéphane rappelait le chiffre un peu massif qui ressort de différentes évaluations. Nous, on s'est appuyé sur les évaluations qui sont réalisées par un think tank que vous connaissez peut-être, qui est I4C, qui réalise tous les ans un panorama des investissements climat assez granulaire, et dont le travail est repris d'ailleurs aujourd'hui par les services de l'État. Donc ça fait autorité dans le domaine. Le gros chiffre, c'est effectivement qu'il y a un besoin d'investissement annuel à horizon 2030 pour les infrastructures et les bâtiments publics dans le cadre de la décarbonation de l'économie, donc pour satisfaire les cibles qui ont été fixées à horizon 2030, d'à peu près 30 milliards d'euros par an, sans prendre en compte l'adaptation. Alors, pour avoir en tête les grandes masses, là aussi, il y a 4 secteurs qui concentrent les besoins au sein de ces 30 milliards d'euros par an. Ce sont d'abord les transports, avec l'investissement évidemment dans l'électrification des usages, mais aussi les investissements dans les infrastructures de report modal, qu'elles soient ferroviaires, mais aussi routières, parce qu'il y a des besoins aussi d'investissement dans les infrastructures routières. L'autre secteur qui concentre les besoins, c'est l'énergie, avec les énergies renouvelables, l'investissement dans les réseaux, et également le nucléaire, même si dans les chiffrages d'I4C, il est un peu sous-estimé par rapport aux prévisions d'EDF. Il y a le secteur de l'eau et de l'assainissement, qui est le troisième secteur important en termes de besoins. Et enfin, les bâtiments publics, leur rénovation est estimée à peu près 10 milliards d'euros par an par le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Donc voilà un panorama rapide des besoins d'investissement. Le problème, c'est que ces besoins d'investissement interviennent dans un contexte où les contraintes budgétaires sont extrêmement fortes. Une dette publique qui dépasse 110% du PIB et des marges de manœuvre réduites, puisque un taux de dépenses publiques déjà élevé, un taux de prélèvement obligatoire déjà élevé, une procédure de déficit excessif qui a été ouverte au niveau européen. Donc on voit bien, et les débats budgétaires actuels le montrent bien, que ça pose un problème pour financer les investissements, notamment dans la transition écologique. On voit dans les jours qui viennent de passer que ce sont les premières dépenses à être coupées par l'État quand on recherche des économies. Dans le même temps, il y a des financements privés qui sont disponibles, puisque les infrastructures restent une classe d'actifs assez attractive pour les investisseurs privés, qu'elle est aussi soutenue par un certain nombre de sous-jacents réglementaires qui incitent les acteurs financiers à investir dans ce type d'actifs, notamment la taxonomie verte. Et donc, il y a des fonds privés disponibles. Alors, ils ne sont pas disponibles à n'importe quelles conditions. Ils sont disponibles à certaines conditions de rentabilité, de visibilité aussi sur le modèle économique et sur les recettes.
Et donc, en partant de ce constat, on s'est posé la question de quelle stratégie de financement des investissements dans les infrastructures et les bâtiments publics. Alors, on a essayé de faire un effort sur la définition de ce qu'on entend par financement, parce que le terme financement en français, il est très global et en réalité, il recouvre différents aspects. Ce qu'on a fait dans ce travail, c'est de le résumer à deux grandes dimensions. La première, qui est la plus importante et qui devrait être, à notre sens, la porte d'entrée sur ces sujets d'investissement dans les infrastructures, c'est de savoir qui paye. Là, il y a deux possibilités, schématiquement évidemment. C'est l'utilisateur ou le contribuable. L'impôt ou la dette, quand on vise le contribuable. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension du financement qu'on vise, c'est qui réalise et finance l'investissement. Et là, on a plusieurs types de schémas qui sont bien connus ici, que sont la gestion publique, la gestion privée ou la gestion publique-privée. Dans ce cadre-là, dans ce cadre d'analyse-là, ce que dit le rapport, c'est que pour financer les besoins d'investissement dans les infrastructures et bâtiments publics, il faut avoir une stratégie qui a deux volets. Le premier volet, c'est mobiliser autant que possible les financements privés, mais dans une logique qui soit conforme à l'intérêt général et qui aussi évolue à l'aune de la transition écologique. Et un deuxième volet, qui est de trouver de nouvelles sources de financement pour satisfaire les besoins de financement qui ne pourront être remplis que par des fonds publics. Parce que dans notre rapport, on s'est bien gardé d'avoir une pensée magique et d'expliquer que tout pourrait être financé par des financements privés. Dans le secteur des infrastructures et des bâtiments publics, c'est pas le cas. Mais ce qu'on dit, c'est qu'une stratégie telle que celle-ci, elle permet de maximiser l'investissement en allant chercher du financement privé là où il est disponible, ce qui permet de concentrer la dépense publique là où elle a le plus d'effets, et d'éviter les effets d'éviction, parce qu'on sait bien que si on met de l'argent public sur un investissement, alors qu'il aurait pu être réalisé par des fonds privés, d'autres types d'investissements vont en pâtir, puisque la ressource publique est une ressource rare. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on a travaillé. Et dans ce cadre-là, on s'intéresse aux outils de financement public-privé qui sont de nature à permettre de maximiser le financement privé des infrastructures et des bâtiments publics. Et on s'interroge aussi, mais j'irai plus vite ce soir, parce que c'est un objet plus large que le simple financement public-privé, mais c'est sur les ressources publiques possibles pour satisfaire aux besoins de financement public. Alors, sur les outils qu'on explique dans le rapport, donc on essaye vraiment de dégager une forme de doctrine, de dire dans quel cas tel outil est plus adapté que tel autre, quels sont les avantages et inconvénients. Ça nous conduit à regarder trois grands outils, trois grands modèles. Le modèle des concessions, le modèle des partenariats publics-privés au sens strict du terme, et de façon plus générale, l'effet de levier, l'effet multiplicateur de la dépense publique pour attirer les capitaux privés. Le premier modèle qu'on regarde, c'est le modèle concessif. On insiste sur... c'est vrai que c'est un modèle qu'on met en avant dans le rapport. Et ce qu'on dit, c'est que dès lors qu'il est possible de faire contribuer l'utilisateur d'une infrastructure, en tenant compte évidemment de l'acceptabilité, des problématiques de pouvoir d'achat, j'y reviendrai, dès lors que c'est possible, c'est le modèle à privilégier pour réaliser les investissements, parce qu'il permet d'utiliser les ressources publiques par ailleurs. Et qu'en lui-même, c'est un modèle qui présente un certain nombre d'avantages. Parce qu'on finance l'investissement par des recettes d'exploitation, on s'appuie sur des compétences spécialisées, les compétences des entreprises concessionnaires, tout cela dans un cadre qui est défini, contrôlé par la puissance publique. Les infrastructures restent des infrastructures
qui appartiennent à la puissance publique, mais pour autant sans peser sur le budget public et sur la dette publique. Donc c'est un modèle qui présente, dans le contexte actuel, un certain nombre d'avantages. On reviendra, je crois, au cours de la discussion sur les secteurs dans lesquels il nous paraît adapté, donc je ne déflore pas la discussion. Le deuxième modèle auquel on s'intéresse dans le rapport, c'est le modèle, je le disais tout à l'heure, des partenariats publics-privés au sens strict, donc les marchés de partenariat, et puis la nouvelle forme de contrat qui a été mise en place pour la rénovation des bâtiments publics, que sont les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Là-dessus, on clarifie l'intérêt de ces contrats, qui ne sont pas tant de permettre un financement privé qu'une logique de maîtrise d'ouvrage. En fait, ce sont des modèles qui sont différents de la concession au sens où, in fine, c'est pas l'utilisateur de l'infrastructure qui paye l'infrastructure, mais bien le contribuable. Parce qu'en fait, l'acteur privé préfinance l'investissement, mais ensuite, il est rémunéré non pas par les recettes d'exploitation et donc par l'utilisateur, mais par un loyer payé par la puissance publique et donc par le contribuable. Donc l'intérêt de ce modèle, il est plutôt, à notre sens, à chercher dans la logique de la maîtrise d'ouvrage et l'efficacité du partage des risques, qui en fait comporte un certain nombre d'incitations au respect des budgets qui ont été initialement fixés et au respect aussi des délais initialement prévus pour ces contrats, pour ces projets. Troisième modèle auquel on s'intéresse, c'est de façon plus générale l'intérêt de mobiliser des fonds publics dans le but de générer un effet multiplicateur ou un effet de levier pour attirer des fonds privés. Et ça vaut pour le modèle des concessions, parce qu'en fait le modèle des concessions, c'est pas un modèle pur. C'est-à-dire que la rémunération du partenaire privé s'appuie sur les recettes d'exploitation, mais souvent pour équilibrer le projet, il y a un besoin de subventions publiques. Et sans subvention publique, il n'y aurait pas d'investissement privé. Donc c'est là où il y a un effet de levier. Plus généralement, ça vaut aussi pour des infrastructures privées, comme les énergies renouvelables. C'est comme ça que fonctionne le système de soutien aux énergies renouvelables. C'est bien parce qu'il y a un soutien public qui peut prendre la forme de subventions, d'aide fiscale, de garanties, voire de participation au capital, qu'il peut y avoir un investissement privé. Il y a un chiffre intéressant, pour prendre un exemple, qui est celui du fonds chaleur, où on estime que 1 euro public investi dans des réseaux de chaleur via le fonds chaleur permet d'attirer 3 euros du secteur privé. Donc voilà qu'il y a quelque chose d'assez efficace. Donc voilà les trois outils qu'on a, les trois modèles qu'on met en avant dans le rapport pour maximiser l'investissement privé dans les infrastructures. Le deuxième volet de notre réflexion, c'était de se demander comment améliorer ces modèles et comment les faire évoluer aussi au regard des enjeux de la transition écologique. Et donc, sur ce point, on a dégagé 3 grands axes que je vais résumer très rapidement parce que le temps passe déjà. Premier axe, c'est un terme assez à la mode, c'est de parler de réarmement de la puissance publique. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire que pour que la gestion déléguée qu'on met en avant dans notre rapport soit efficace, il faut une implication forte de la collectivité publique qui s'accompagne aussi d'une montée en compétences. Qui est un point très important. Un partenariat, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit équilibré. On insiste sur la nécessaire implication de la puissance publique aux différents stades des projets, au stade de la définition des projets, en proposant notamment un renforcement de la programmation dans le cadre des contrats de concession et en expliquant aussi que cette programmation, elle doit désormais être beaucoup plus multisectorielle. Ça fait partie des évolutions liées notamment aux impératifs de la transition. L'implication, elle doit aussi évidemment avoir lieu au moment du contrôle de l'exécution du contrat.
là aussi pour prendre une proposition qu'on formule dans le rapport, c'est de dire qu'il faut renforcer le suivi de la performance écologique dans le cadre de la gestion déléguée, en définissant des objectifs liés par exemple aux consommations énergétiques, à la décarbonation de l'approvisionnement en énergie, au respect de la biodiversité, et en organisant leur suivi et en faisant évoluer la rémunération en fonction du respect de ces différents objectifs, qui est une logique qui n'est pas encore complètement présente dans les contrats aujourd'hui. Et puis enfin, mais là aussi on y reviendra dans la discussion, donc je ne m'attarde pas, mais un des avantages du système de la gestion déléguée, c'est de pouvoir aussi compter sur la mise en concurrence des partenaires privés. Et donc, il faut maximiser la concurrence et quand ce n'est pas possible, se poser la question de l'évolution de la régulation de ces contrats. Donc ça, c'était un premier axe pour les propositions qu'on formule. Un deuxième axe, c'était de réfléchir à certains obstacles à l'investissement dans le cadre de la gestion déléguée. Obstacles qui peuvent être juridiques, parfois culturels aussi. Et notamment, il nous semble qu'il y a 3 points majeurs qu'il faut adresser. C'est la complexité de ces contrats, la rigidité de ces contrats et aussi une certaine forme d'instabilité. Sur la complexité, il est évident qu'un contrat de concession ou un contrat de partenariat, c'est un contrat complexe qui est adapté à certains types d'investissements, mais pas à tous les investissements, pas à toutes les collectivités. Et donc, il faut avoir comme objectif de simplifier ou de standardiser un certain nombre de contrats. Ça peut passer par exemple, conclure des accords cadres qui permettent d'avoir ensuite de décliner le même type de contrat sur différents objets dès lors qu'il y a une certaine forme d'homogénéité. Ça peut passer par l'élaboration de contrats types aussi sur un certain nombre de secteurs qui pourraient aider les collectivités de taille petite ou modeste qui n'ont pas forcément les moyens de se lancer dans des négociations contractuelles complexes. Deuxième sujet, c'est celui de la rigidité de ces contrats. Là-dessus, il y a 2 points. Le premier point, c'est de s'interroger sur la pertinence du principe, qui est un principe de droit français, qui n'est pas imposé par le droit européen, qui est celui de l'interdiction du paiement différé dans les marchés publics. Je parlais tout à l'heure du marché global économique de performance à paiement différé. Il a été mis en place à titre expérimental justement pour déroger à cette interdiction dans le domaine de la rénovation énergétique. Il y a un certain nombre de collectivités publiques qui estiment que cette dérogation, elle pourrait être utilement élargie, notamment aux projets d'éclairage public ou aux projets d'investissement dans des installations de production d'énergie renouvelable. Et c'est vrai qu'il y a une certaine logique, puisque ce type de projet permet soit de générer des revenus, soit de réaliser des économies une fois que l'ouvrage en question est construit ou rénové. Donc plutôt que de dire qu'il faut le payer pendant sa période de construction, ce serait assez logique de pouvoir dire on étale son paiement et on se sert de ses économies ou de ses revenus pour financer l'investissement. On s'est aussi interrogé, mais là aussi, je crois que Stéphane, tu vas m'interroger sur ce point, sur la nécessité de faire évoluer le contrat au cours de la vie de l'infrastructure, puisqu'on est sur des infrastructures de durée très longue et sur des contrats aussi qui sont des contrats longs, mais qu'il faut pouvoir faire évoluer compte tenu des impératifs de la transition écologique notamment. Et puis enfin, un dernier point sur lequel on insiste beaucoup, c'est la nécessité d'un cadre contractuel, juridique, financier, stable. C'est vrai qu'on observe aussi bien au niveau national qu'au niveau local une tentation quand même assez fréquente des pouvoirs publics de remettre en cause l'équilibre économique d'un contrat en fonction de l'évolution du contexte. Et ça, c'est vrai que ça a des effets qui peuvent être positifs à court terme parce que ça préserve les budgets publics, mais qui à long terme peuvent être assez délétères parce que rendant moins attractif ce type d'investissement. Je parlais du fonds chaleur tout à l'heure. Le stop and go sur on le maintient, on le supprime, on voit que c'est un problème pour ceux qui portent ces projets.
Enfin, dernier axe de réflexion, qui est pas loin d'être le plus important, mais qu'on a traité en dernier dans le rapport, c'est celui de la tarification. Évidemment, quand on dit que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on peut mettre à contribution les utilisateurs, il faut préciser tout de suite que dans la réponse à cette question, il faut prendre en compte l'enjeu de capacité à payer, d'acceptabilité. Voilà, dans un contexte où on sait que les questions de pouvoir d'achat, de justice sociale sont très sensibles. Sur ce point de la tarification, il y a 3 défis auxquels il faut répondre. Le premier, c'est de faire face à une évolution des modèles économiques dans le contexte de la transition écologique, qui est qu'il peut y avoir une contradiction entre la logique, notamment des concessions, qui est de se reposer sur du volume, sur la demande, et la logique de la transition écologique, qui est de favoriser la sobriété. Ça pose évidemment un problème de modèle économique auquel il faut s'attaquer et qui peut appeler différents types de réponses. La première réponse, ça peut être de faire contribuer davantage les utilisateurs dont on juge que l'usage n'est pas aligné avec les objectifs de la transition écologique. Donc ça peut être de faire payer plus dans les périodes de tension. Ça peut être de faire payer plus les usages considérés comme néfastes parce que, par exemple, plus polluants, ou les usages considérés comme de confort. Ça, c'est des problématiques qui se posent dans le secteur des transports, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, par exemple. Une deuxième possibilité, et là on met un peu les pieds dans le plat, c'est de dire que pour certains services, il faut se poser la question de l'augmentation des tarifs. Il y en a 2 en particulier, le secteur des transports urbains, où un certain nombre d'enquêtes d'opinion montrent que en fait, ce qu'attendent la première préoccupation des usagers, ce n'est pas tellement le prix, c'est plutôt la qualité de service. Et donc, il semble y avoir des marges de manœuvre pour augmenter les tarifs du moment que la qualité de service est là. Et puis un deuxième secteur où ça fait partie des réflexions importantes du moment, c'est le secteur de l'eau et de l'assainissement, aussi où il y a de forts besoins d'investissement et où les discours sont en train de changer autour du prix de l'eau. Enfin, troisième façon de concilier la sobriété et l'équilibre économique, c'est d'essayer de décorréler en partie seulement, parce que sinon on remet complètement en cause la logique de la concession, mais décorréler en partie la rémunération du partenaire privé des volumes, en rémunérant la performance écologique, comme je le disais tout à l'heure, ou aussi en générant de nouveaux revenus par des activités complémentaires. Deuxième défi à relever en termes de tarification, c'est une réflexion qu'on ne résout pas, mais qu'on ouvre sur les problématiques de péréquation, non pas territoriale, mais écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on finance des infrastructures nécessaires à la transition écologique quand elles ne sont pas rentables. Est-ce qu'une partie du financement peut reposer sur une péréquation tarifaire avec des infrastructures qui seraient, elles, rentables et complémentaires ou intervenant dans le même secteur que les infrastructures à financer, ou est-ce qu'il faut les financer aussi par de la taxation et des subventions. Donc là-dessus, on ne propose pas de remettre en cause les principes juridiques qui sont au cœur de la logique de la concession notamment, mais il est possible sur un certain nombre de points d'aller un peu plus loin dans l'interprétation de ces principes. Ça pose aussi la question des autoroutes, notamment, et des réflexions qui sont en cours sur l'avenir des concessions d'autoroutes et comment, jusqu'où est-ce que les péages peuvent servir à financer d'autres infrastructures, en particulier de transport. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais qui passe par la voie des taxes. Enfin, troisième défi, c'est garantir la justice sociale. Et là-dessus, on a parlé aux meilleurs experts de la tarification sociale, on s'est posé la question de savoir si un système de chèque était préférable à un système de tarifs sociaux, où on prend en compte dans le tarif
les enjeux sociaux. Ce que montrent différentes expériences, c'est que le problème d'échec, c'est le problème du non-recours. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir, soit sur la mise en place de chèques, mais en limitant le non-recours, soit ce qui semble peut-être plus atteignable, sur la définition des tarifs en tenant compte de certains critères sociaux, ce qui implique aussi la bonne communication d'un ensemble de données socio-fiscales entre les différentes parties prenantes. Voilà sur les deux volets de la réflexion sur le financement privé. Sur le financement public, on formule un certain nombre de propositions pour générer de nouvelles ressources pour répondre à ces besoins, qui resteront de toute façon très, très élevés. Je ne rentre pas dans le détail, mais on pourra évidemment l'aborder au cours de la discussion si vous le souhaitez. Voilà, donc comme vous le voyez, le rapport il avait une ambition assez large, de s'adresser aussi, non pas à un public d'experts qui est bien au fait de ces problématiques, et peut-être qu'il peut sembler qu'on enfonce des portes ouvertes sur certaines choses, mais c'est aussi parce que notre volonté, c'était de s'adresser à un public plus large, notamment un public de décideurs, pour montrer la panoplie des outils, essayer de les flécher vers différents types d'infrastructures. Évidemment, c'est un travail qui ne demande qu'à être approfondi, notamment d'un point de vue financier, et aussi décliné secteur par secteur et projet par projet. Voilà, je vous remercie et puis ravi d'engager la discussion. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation. Tu as tenu les délais. Alors tu as rappelé que je faisais partie du groupe d'experts, mais malgré tout, mon objectif, ma tâche ce soir, c'est d'ouvrir la discussion et de poser des questions un peu provocantes. Alors même si je t'ai donné un petit peu les thèmes avant la réunion ce soir, je vais quand même poser quelques questions qui, moi, me posent problème dans le rapport et pour lesquelles je n'ai pas forcément les réponses. Donc, une des propositions du rapport, c'est de privilégier les concessions, là où c'est possible. Pour tout un tas de raisons qui sont bien expliquées dans le rapport, c'est intéressant d'avoir des usagers qui payent, des pollueurs-payeurs. Il y a des exemples qui sont très convaincants, notamment celui des autoroutes, où apparemment 25% des péages sont payés par des usagers étrangers qui sont de passage sur le territoire. Donc on ne voit pas très bien pourquoi les résidents, qui quelquefois n'ont pas de voiture ou pas de moyen de transport, iraient payer avec leurs impôts les infrastructures qui sont utilisées en grande partie par des usagers étrangers. Et puis on voit bien l'intérêt des concessions aussi d'un point de vue théorique. Ici, au sein de la chaire économie partenariat public-privé, il y a tout un tas de cadres théoriques qui expliquent que les contrats globaux à paiement différé sont des contrats qui sont efficaces pour tout un tas de raisons. Et malgré tout, il y a des exemples de concessions qui ne fonctionnent pas bien, hein, et qui sont des échecs. Donc cette proposition du rapport de privilégier les concessions là où c'est possible m'interroge quand même, sachant que je suis du coup allé vous regarder un petit peu les données qu'on a en notre possession ici au sein de la chaire, et j'ai regardé un petit peu quel était le montant des concessions en Europe. Et puis j'ai même pris le montant des marchés de partenariat. Voilà, j'ai pris tout sur une période allant de 90 à 2022. Les données de la Banque européenne d'investissement qui traquent, qui mesure ces investissements, alors, seulement pour les projets de plus de 10 millions d'euros. Voilà. T'indique qu'en réalité, en Europe, ça dépasse, enfin en France, parce que j'ai regardé ensuite le cas particulier de la France. En France, ça dépasse jamais 5 milliards d'euros par an depuis 90, à l'exception de 2011, qui est une année un peu particulière. Mais sinon, on est toujours entre 1, 2, 3, 4 milliards par an. Alors que tu as démarré ton exposé en disant qu'on avait un déficit de 30 milliards. Et je me demandais voilà, si vraiment c'était pas justement un peu de pensée magique que de croire qu'on va remettre au goût du jour les concessions en France, sachant que la France est un des pays leaders au niveau européen, si on regarde les données de la Banque européenne d'investissement, et qu'il y a des pays qui n'ont jamais financé en concession leur infrastructure parce que c'est un truc qu'ils n'ont jamais essayé, et pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne sais pas, les concessions sont good in theory, bad in practice, mais peut-être. Donc voilà, c'est un peu abordé aussi dans le rapport. Mais du coup, ma question, c'était plus précisément, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont pointés précisément dans le rapport pour lesquels jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas mis de concessions en place et qui mériteraient de voir des concessions se développer, qui permettraient justement d'attirer des financements privés là où on en a besoin? Merci. Alors en effet, je te rejoins sur le constat. En plus, c'est toi qui le fais dans le rapport, qu'aujourd'hui, les concessions, ça représente une part importante par rapport à d'autres pays européens, mais qui reste
minoritaire dans l'ensemble des investissements publics. Il y a des chiffres aussi assez récents dans le rapport que vient de publier la Cour des comptes sur les délégations de services publics locales, où ils montrent en fonction des différentes compétences des collectivités locales quelle est la répartition entre la régie et la concession. Ce que ça montre, c'est que dans les services publics industriels et commerciaux, les transports urbains, l'eau et l'assainissement, les déchets notamment, il y a un recours assez majoritaire à la concession. Mais il semble, en fait, je pense qu'il y a trois, par rapport à l'approche qu'a le rapport, je pense qu'il y a trois cas à distinguer. Il y a des secteurs où aujourd'hui il y a un recours à la concession, mais où il faut faire évoluer le modèle. Typiquement, l'eau et l'assainissement, le rapport de la Cour des comptes montre qu'il y a déjà un recours assez fréquent. Pour autant, on le disait tout à l'heure, le modèle doit évoluer parce qu'il y a des forts besoins d'investissement qui aujourd'hui, dans le cadre des contrats qui sont conclus, n'ont pas vraiment de financement. Donc s'interroger sur le modèle concessif dans ce contexte-là est intéressant. Par ailleurs, il y a des secteurs où ce modèle de la concession est utilisé, mais il y a des menaces de le remettre en cause. Le secteur de l'eau et de l'assainissement en fait partie. Le secteur des transports urbains, on connaît tous les débats autour de la gratuité des transports urbains, qui nous, à notre sens, et c'était un des points de départ aussi de la réflexion, va pas du tout dans le bon sens, la gratuité des transports urbains, parce qu'on a un service où on peut faire contribuer l'utilisateur, où l'utilisateur, s'il y a une qualité de service, est prêt à payer. Donc ça n'a pas de sens de dire on va le faire financer par le contribuable, ce qui va peser sur les budgets publics et va nécessairement conduire à renoncer à d'autres dépenses qui, pour autant, pourraient être pertinentes. Et puis enfin, il y a la troisième situation, et c'est celle que tu vises dans ta question, qui est celle des secteurs où aujourd'hui on n'aurait pas recours à la concession et où pourtant cette logique pourrait être pertinente. Alors là-dessus, pas de pensée magique en effet, parce que ce modèle-là, il ne peut pas être mis en œuvre dans tous les secteurs, pour tous les services, sur tous les territoires. Mais il y a peut-être quelques pistes de réflexion, notamment une à laquelle moi je m'intéresse particulièrement, qui est celle des terminaux multimodaux de marchandises. Il y a un objectif fixé au niveau de l'État qui est de développer le fret ferroviaire en France. Développement qui se heurte à un certain nombre de difficultés, la disponibilité des sillons notamment, mais aussi l'insuffisance ou l'état des terminaux multimodaux de marchandises. Donc l'État a publié un schéma directeur pour investir dans les terminaux multimodaux de marchandises, où ça représente des besoins d'investissement qui ne sont pas négligeables. Il y a la possibilité que le schéma concessif puisse répondre à un certain nombre de besoins d'investissement sur cet objet-là, alors qu'aujourd'hui, c'est un modèle pas utilisé. Donc, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il me semble que la réflexion reste pertinente. Alors, une autre proposition que tu viens d'évoquer d'ailleurs en répondant à la question, et qui me laisse un peu sur ma faim, c'est le fait que le rapport insiste sur le besoin de refonder la gestion déléguée à l'ère écologique. Il y avait un de tes slides d'ailleurs dont c'était le titre. Hein. Et tu parles d'un besoin de renforcer la pression concurrentielle ou la régulation, si on est incapable d'augmenter le niveau de concurrence pour ces partenariats publics-privés, pour les contrats de concession et les marchés de partenariat en général. Sachant que c'est un problème qui n'est pas spécifique au partenariat public-privé, il y a quelques mois, on avait la Cour européenne des comptes qui venait présenter son rapport qui date de fin 2023, qui nous montrait en gros qu'en Europe, au travers des données TED, on pouvait s'apercevoir que plus de 40% des marchés publics étaient attribués après appel d'offres avec un seul répondant. Donc du coup, je suis allé voir les données TED.
Et j'ai regardé, ça, j'ai pas regardé avant que tu aies écrit le rapport, hein. Donc tu vas découvrir le chiffre. Donc je suis allé regarder les données de tête pour toute l'Europe et je suis allé voir pour les contrats de concession et les marchés de partenariat combien il y avait de répondants en moyenne et quel était le pourcentage de marché attribué avec un seul répondant. Et en fait, on n'en est pas très loin, parce que c'est à peu près 30% d'après les données TED, hein. Ce qui m'a étonné, moi, j'ai même du mal à y croire, hein, qu'il y ait 30% de marchés aussi importants qui soient attribués après appel d'offres avec un seul répondant. J'ai pas regardé le cas particulier de la France, j'ai pas pris le temps de le faire, mais je pourrais le faire dans les semaines qui viennent. Mais plus largement, je me pose la question de savoir, alors, il y a une grande partie de ces contrats qui sont attribués avec un seul répondant. Quand on regarde le nombre de répondants moyens sur ces contrats, il est assez faible, mais presque par définition, par construction, parce qu'on est sur des gros contrats globaux, on a besoin d'un préfinancement privé, toutes les entreprises, enfin les PME, etc., peuvent pas répondre. Donc, avoir comme proposition le fait qu'il serait intéressant d'augmenter le niveau de concurrence, je me demande par quel levier tu envisages de le faire dans un avenir proche, ou alors aller vers plus de régulation, puisque c'est l'alternative que tu proposes dans le rapport. Alors sur ce point, en effet, ce qu'on dit, c'est que un des avantages de la gestion déléguée, c'est de pouvoir mettre en concurrence des acteurs privés pour obtenir la meilleure performance au meilleur prix, tout bêtement, ou pour favoriser l'innovation. On n'ignore pas que en pratique, c'est pas toujours le cas. Ça dépend les projets, ça dépend les territoires. Pour autant, en elle-même, c'est une vertu en fait. Le fait d'avoir un partenaire privé qui sait que à la fin du contrat, il sera remis en concurrence ou que potentiellement la collectivité publique pourra reprendre le contrat en régie parce qu'il n'y a pas de dogmatisme, hein. Il peut aussi y avoir un intérêt à exécuter un service en régie avec une gestion publique si les conditions d'efficacité de la gestion déléguée ne sont pas remplies. Ça, ce sont deux aiguillons déjà de la performance de la gestion déléguée. Et puis, comme tu le disais, quand il n'y a pas de concurrence, donc c'est un problème, hein, il ne s'agit pas de le nier, il y a une alternative qui peut être de renforcer la régulation des contrats. Et là, alors c'est toi l'expert de ces sujets, moi je ne suis pas économiste, mais on a deux grands systèmes, deux grands modèles envisageables dans le cadre d'une gestion déléguée. C'est soit la régulation price cap, où la rentabilité du projet pour le partenaire privé dépend de ses coûts prévisionnels. C'est-à-dire plus il est efficace, plus il sera rentable, et la collectivité publique, c'est schématique, mais viendra pas rechercher sa meilleure productivité par rapport à ce qui était attendu. Ou on a le système cost plus, où là pour le coup on fait évoluer le prix du service en fonction de ses coûts réels, et donc finalement, c'est moins incitatif à la performance, mais pour le coup, il ne peut pas y avoir de rente, à la différence de rente au sens économique du terme, à la différence du modèle price cap. Ce qu'on peut se dire, c'est que quand la concurrence fonctionne à plein au moment de l'attribution du contrat, un système price cap peut être pertinent. En revanche, s'il n'y a pas de concurrence, et donc qu'on n'a pas amené, grâce à la mise en concurrence, l'opérateur privé à dévoiler ses coûts, à dévoiler ses préférences, etc., le système cost plus apparaît plus pertinent pour pouvoir suivre de façon plus régulière la performance, l'absence de surrentabilité, entre guillemets. Et il y a évidemment des modèles mixtes, c'est-à-dire le fait de... Et ça fait notamment l'objet de discussions dans le domaine aéroportuaire ou dans le domaine autoroutier, l'idée de se dire qu'on est en présence de contrats d'une durée relativement longue et que pour équilibrer ces contrats-là, il peut y avoir du sens à fixer des périodes quinquennales, décennales. On parle de 15 ans aussi maintenant pour de nouveaux aéroports, où les parties se revoient et regardent l'évolution des coûts, l'évolution des besoins d'investissement pour recaler le contrat et s'assurer que il y a une bonne performance, premièrement, et qu'il n'y a pas de surrentabilité de ces contrats-là. Alors, une autre question concerne l'évolution de ces contrats, puisqu'il est noté dans le rapport qu'on a besoin de les rendre plus simples, qui sont trop complexes, qui sont trop rigides,
Et dans le même temps, il est noté dans le rapport qu'on a besoin de passer à des contrats qui sont plus des contrats de performance, avec des nouveaux indicateurs de performance qui sont plus tournés vers l'environnement. Ce qui paraît une évidence et ce qui d'ailleurs va être rendu, j'y pense en posant la question, ça va être rendu obligatoire pour la plupart de la commande publique, pour la grande partie de la commande publique, avec la loi climat et résilience, en tout cas pour les critères environnementaux et les objectifs environnementaux dans les contrats. L'exemple de l'eau, c'est un bon exemple. Tu l'as pris tout à l'heure. Simon Porcher était présent il y a quelques semaines pour nous présenter son dernier ouvrage sur l'eau. Il a parlé quasiment que de ça, sur le fait qu'on avait besoin enfin, en grande partie de ça, pas seulement de ça, mais notamment de la nécessité de sortir de contrats qui sont basés sur les volumes, où la rémunération des opérateurs est basée sur les volumes pour aller vers des contrats plus qualitatifs avec des objectifs de performance environnementaux et sociaux. Mais je me demande dans quelle mesure ça n'est pas pas antinomique, mais en tout cas, ça ne pose pas problème d'un côté prêcher d'aller vers des contrats plus simples, sachant que la puissance publique a des capacités limitées, des compétences limitées pour suivre ces contrats et les négocier. Et de l'autre, prêcher pour des contrats qui sont quelque part plus complexes probablement, où on a des nouveaux indicateurs de performance qui sont difficiles à suivre et où la puissance publique devra peut-être plus s'impliquer lors de l'exécution du contrat. Donc, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est diamétralement opposé ou pas? Je pense qu'il y a une réponse clé à cette contradiction qui est la montée en compétences, notamment des collectivités publiques, qui peut intervenir par différents moyens. Le regroupement des collectivités, notamment dans le secteur de l'eau, c'est aussi une réponse à ça. On est en présence d'objets complexes. Évidemment qu'une petite collectivité peut, peut être en difficulté pour conclure ce type de contrat, suivre ce type de projet. Donc ça a beaucoup de sens de dire on regroupe les collectivités pour assurer cette montée en compétences, pour réaliser ces projets-là. Il y a aussi la possibilité de se faire accompagner. On souligne dans le rapport le rôle de Finafra, par exemple, dans l'accompagnement des collectivités, qui a un rôle important. Et puis, il y a un certain nombre d'outils d'aide à la conclusion de ce type de contrat. Je parlais tout à l'heure des contrats types. Ça existe dans certains domaines. La distribution d'énergie, les réseaux de chaleur urbains, ça n'existe pas dans dans d'autres, le secteur de l'eau, par exemple, à ma connaissance, il n'y en a pas. Tu parlais de l'achat public durable. L'État est en train de construire ce type d'outils avec des clauses types, etc. Ça, il me semble que c'est des choses qui vont dans le bon sens pour résoudre cette difficulté qui est réelle. Et une dernière question, parce que j'ai plus de voix, premièrement, et deuxièmement, parce que ça va être à vous de poser des questions, vous pouvez vous préparer. Une dernière proposition du rapport, c'est de militer pour une plus grande mutabilité des contrats de partenariat public-privé, enfin des concessions et des PPP au sens large, entendu au sens large, là, d'ailleurs. Les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, j'ai vu que tu les mettais dans les PPP. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, mais bon, de toute façon, il n'y en a quasiment pas, donc c'est pas un gros problème. Mais bon, je me posais la question parce que les directives européennes, et c'est justement une des grandes innovations des dernières directives, permettent très largement à ces contrats d'être renégociés, et c'est tout à fait transparent maintenant, puisqu'on a de l'information sur la renégociation des contrats publics en général, des contrats de concession en particulier, des marchés de partenariat en particulier. Si vous allez sur le site TED, et on a une grosse étude en ce moment au sein de la chaire sur cette question-là, il y a plus de 200 000 renégociations qui sont en ligne, et on peut regarder contrat par contrat pourquoi les contrats ont été renégociés et comment ça a fait varier la valeur du contrat. Et donc on s'aperçoit que effectivement les marchés de partenariat sont moins fréquemment renégociés que les concessions. On s'aperçoit aussi que lorsqu'ils sont renégociés, le montant des contrats varie peu, puisque chaque renégociation, le montant des contrats varie quand même entre 4 et 5%, ce qui n'est pas rien, alors que pour les concessions, on est plutôt à 10% pour chaque renégociation, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs d'affilée, hein, et qu'il n'y a pas de maximum dans les directives. Oui, je me demandais, c'est déjà quand même assez flexible, donc pourquoi tu penses qu'il faut aller vers plus de mutabilité dans ces contrats? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, du coup, si on ouvre la boîte de Pandore et la possibilité de renégocier
sans événement imprévu, mais simplement parce qu'on a décidé de rajouter un objectif de performance environnement, enfin, tourné vers l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir ces contrats dériver vers des prix plus élevés ou des coûts plus élevés? En effet, c'est un point très important, parce que comme je le disais tout à l'heure, les infrastructures, c'est un actif de long terme, et très souvent, on a des contrats qui sont des contrats très longs, et qu'il faut chercher à faire vivre. Tu as parfaitement raison, le cadre européen et donc interne aujourd'hui a assoupli les possibilités de modifier les contrats en cours. Mais le constat qu'on peut faire, c'est que il est assez rare que ces modifications correspondent à des impératifs écologiques, notamment de décarbonation ou d'adaptation, aujourd'hui en pratique. Et donc, nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que les partenaires, enfin les parties prenantes à ces différents projets, devraient se saisir des possibilités qui sont offertes aujourd'hui par le droit européen et interne, pour, lorsque c'est pertinent évidemment, pour réaliser des investissements en cours de contrat qui vont dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de l'adaptation. On a fixé des objectifs assez ambitieux de baisse des émissions à horizon 2030. Pour les satisfaire, ça veut nécessairement dire réaliser certains investissements dès aujourd'hui. Et donc, il faut se poser la question de l'évolution des contrats qui sont sous-jacents. Pour prendre quelques exemples, ça peut vouloir dire dans le secteur des réseaux de chaleur, qui est pour le coup un des secteurs qui s'est sans doute le plus saisi des possibilités ouvertes par le droit, d'investir dans des installations décarbonées pour approvisionner le réseau de chaleur. Il y a notamment dans le droit, sans rentrer dans trop de raisonnement juridique, mais il y a un fondement envisageable qui est celui des travaux devenus nécessaires. Il y a des cas où les réglementations évoluent et il faut que le gestionnaire de l'infrastructure s'adapte à ces réglementations qui peuvent justifier de modifier le contrat pour réaliser des investissements de façon à satisfaire la réglementation. Pour l'adaptation, il y a des contextes qui font qu'il faut tout de suite augmenter la résilience de son infrastructure sans nécessairement attendre la fin du contrat. Donc on ne dit pas que ça doit être open bar, mais on dit que dans le cadre des dispositions qui existent, il y a des possibilités. Après, la question qui se pose, mais on y répond plutôt par la négative, c'est de savoir s'il faudrait prévoir un fondement de modification des contrats spécifiques aux enjeux écologiques. Et c'est vrai que c'est une question qui pourra se poser, notamment dans le cadre de la révision des directives européennes, où la Commission vient de lancer la réflexion sur ce sujet. Un grand merci Benoît, ce rapport a l'air vraiment génial.